suis ravie d'être avec vous cet après-midi. J'ai commencé mon activité professionnelle en tant qu'orthophoniste et j'ai pris en charge pendant 17 ans des patients, principalement des adultes atteints de pathologies lourdes. Au bout de quelques années de pratique classique, je me suis rendu compte que pour répondre au mieux et mieux appréhender le patient et ses problématiques, il était nécessaire de le considérer dans sa globalité, c'est-à-dire de manière holistique. C'est-à-dire dans la globalité de son corps physique, dans la globalité et la complexité de ses corps subtils, dans la globalité et la complexité de ses émotions, de ses conditionnements, de son histoire, de ses croyances, de son alimentation, de son environnement, et aussi selon d'autres éléments d'information dont je n'avais pas encore connaissance ni conscience à l'époque. Et donc, pour répondre à ce besoin de globalité que je souhaitais intégrer à ma prise en charge, j'ai commencé en 2009 une formation en médecine traditionnelle chinoise qui m'a mené à faire différents stages en Chine et au Vietnam. Au retour de mon premier stage en Chine en 2012, j'ai été très tentée de retourner là-bas et de me retirer dans un monastère tout en haut d'une montagne pour le restant de mes jours. Mais je n'en ai rien fait. Et j'ai continué mes formations qui se sont... En fait, j'avais mis le pot dans un engrenage et mes formations se sont orientées vers plus d'éthérique et plus d'exploration des états modifiés de conscience, tout étant toujours parfaitement structuré par la médecine chinoise et par la philosophie taoïste. Je propose maintenant un accompagnement holistique aux personnes qui le souhaitent pour les aider à augmenter leur niveau vibratoire, pour les aider à augmenter leur niveau de conscience. Et ceci s'adresse à un public large, de particuliers, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs. Et donc, si nous sommes tous ici rassemblés au Salon Bio et à cette conférence, c'est bien qu'il y a entre nous un dénominateur commun, une idée commune, du moins les prémices d'une pensée partagée, qui est celle que nous sommes bien plus que notre simple corps physique. Et cette idée que nous sommes bien plus que notre simple corps physique entraîne avec elle celle de la multidimensionnalité de l'être. Cette idée de la multidimensionnalité de l'être est celle de l'existence d'une pluralité de dimensions qui vont coexister, qui vont se juxtaposer et qui vont parfois même se chevaucher, créant ainsi des interférences, des interactions et des résonances. Au cours de mon processus, au cours de mon cheminement, j'ai pu tester plusieurs techniques, conventionnelles et moins conventionnelles, et j'en suis arrivée au constat que certaines problématiques pouvaient rester sans réponse. Quand j'ai rencontré l'expansion de conscience, j'ai pu me rendre compte que certaines clés de compréhension et certaines clés de guérison pouvaient se trouver dans d'autres dimensions, car certains blocages et certains mal-être peuvent provenir d'autres dimensions. Alors, ces autres dimensions, ces autres espaces-temps, nous allons pouvoir y accéder grâce à l'expansion de conscience. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'expansion de conscience? Eh bien, on va parler d'état non ordinaire de conscience, d'état modifié de conscience, et ces états non ordinaires de conscience sont décrits depuis des millénaires à travers toutes les traditions et à travers toutes les cultures, notamment à travers les états de transe et le chamanisme. Dans notre société occidentale et de manière plus moderne, on va parler de sentiment océanique. Ce sentiment océanique est décrit comme un ressenti de connexion profonde avec plus grand que soi, sans pour autant que cela soit relié à une croyance quelle qu'elle soit, une croyance religieuse quelle qu'elle soit. Et ce sentiment océanique est également décrit comme une sensation d'éternité. On va également décrire les états non ordinaires de conscience comme des fréquences d'ondes cérébrales, comme des champs électromagnétiques et comme des espaces fractaux multidimensionnels. Mais avant d'entrer davantage dans ce thème des états non ordinaires de conscience, je vous propose de voir déjà ce qu'est un état ordinaire de conscience, ce qu'il va induire chez l'individu. L'état ordinaire de conscience est un état de veille active, un état banal, un état que l'on va connaître au quotidien et qui va orienter l'individu vers l'extérieur de lui-même. L'individu va avoir pour point de repère l'extériorité, ce qui va
l'ancrer, ce qui va le maintenir automatiquement dans le cadre de ce qu'il veut connu, dans le cadre de ce qu'il veut familier, dans le cadre de ce qui est communément admis par la société à laquelle il appartient, à la culture à laquelle il appartient et à ses croyances. En état ordinaire de conscience, l'individu va être happé par et vers l'extérieur par tout un panel de sollicitations qui vont le surstimuler et qui vont finir par le décentrer plus ou moins de lui-même. Car en état ordinaire de conscience, les trois cerveaux que nous avons vont entrer en compétition. Ces trois cerveaux sont le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau cognitif. Le cerveau reptilien, par sa formation anatomique, est proche de ce que l'on peut observer chez les lézards, chez les tortues et chez les alligators. Il est le centre des automatismes et c'est grâce à lui que nos ancêtres ont pu survivre. Il va nous permettre de détecter la menace à tout moment. Le centre, donc ce cerveau reptilien, est également le siège des réactions d'ordre instinctuel de type survie, agressivité, défense du territoire, reproduction, et il va fonctionner en permanence dans tous les aspects de la vie de l'individu, que ce soit en famille, en couple, avec les amis, au travail ou dans le domaine professionnel, même si les dangers ne sont plus aussi mortels que ce qui peut être dans les temps reculés. Le cerveau reptilien est programmé d'entrée de jeu, on va pouvoir travailler dessus, et il est situé au niveau du tronc cérébral, le sommet du tronc cérébral, et il va être entouré par le cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, est le siège des émotions, des croyances, des sentiments, de l'empathie, du sentiment d'appartenance à un groupe, du sentiment de sécurité ou d'insécurité, et le cerveau limbique est vierge à la naissance. Il va être formaté tout au long de la vie de l'individu, en fonction des situations qu'il va rencontrer et qu'il va pouvoir catégoriser en fonction de j'aime ou je n'aime pas, ce qui va lui permettre ensuite de pouvoir anticiper. Le cerveau limbique, on va pouvoir travailler dessus, notamment en agissant sur les croyances. Il est entouré lui-même du cerveau cognitif, qui est le siège de l'idéation, de l'association d'idées, du raisonnement logique, de la créativité, et le cerveau cognitif est séparé en deux hémisphères, le droit et le gauche, dont vous avez déjà certainement entendu parler. En état ordinaire de conscience, l'individu va donc être soumis à différents stimuli, à un stress potentiel qui va entraîner un fonctionnement indépendant des différentes parties du cerveau. Ces différentes parties du cerveau vont même aller jusqu'à entrer dans un certain niveau de conflit et un certain niveau de compétition, ce qui va créer ce décentrage de l'individu. Il faut bien imaginer que dans chaque situation de la vie courante, on va avoir nos trois parties du cerveau qui vont fonctionner de manière indépendante à plus ou moins grande intensité. Et ces trois parties du cerveau vont essayer de se tirer un petit peu la couverture. Est-ce que c'est clair? Ouais, les associés, non, ça va. Et donc, ce décentrage de l'individu va pousser l'individu à être plus facilement happé par des états difficiles de peur, de manque, d'agressivité, de colère, de tristesse. Et ces différents états vont stimuler le fonctionnement du cerveau reptilien qui va maintenir l'individu dans des comportements de conflit, de violence, pareil, d'agressivité. Bon, c'est toujours à nuancer, bien évidemment, on ne va pas être complètement agressif, complètement violent, mais il va y avoir des nuances et des intensités différentes qui vont être toujours plus ou moins latentes. Ceci va entraîner le fait que l'individu va penser sans cesse. Il va se mettre à ruminer, des ruminations vers le passé, des projections vers le futur, et parfois même des tentatives de manipulation pour tirer parti de situations. Tout ceci va avoir un problème, c'est que le point de repère va se situer à l'extérieur. Le point de repère sera l'extériorité. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que l'extériorité est sans cesse changeante et sans cesse mouvante.
Si l'individu s'identifie à l'extériorité, qui est sans cesse mouvante et sans cesse changeante, eh bien son identité va aussi être changeante et mouvante. Et il va plus ou moins s'identifier à, en fait, son identité et ses identifications vont être tributaires de la situation extérieure. Et donc, on va pouvoir se poser la question de qui est le je qui pense et qui est le je qui parle. Tous ces comportements et ces identifications qui ont un repère en extériorité qui est changeant et mouvant vont avoir des conséquences dommageables au niveau physique, avec une chronicisation du stress, des somatisations, des troubles du sommeil, des blocages énergétiques qui font le lit des maladies. En fait, à chaque blocage énergétique, on peut avoir l'apparition de maladies, une tension artérielle fluctuante et parfois même dans les situations les plus poussées, des risques d'AIT ou d'AVC. On va retrouver également au niveau psychologique des conséquences dommageables avec une perte de confiance en soi, des ruminations, un sentiment diffus d'être incompris, d'être rejeté, et on aura évidemment un impact particulier au niveau relationnel parce qu'on va retrouver des tensions dans les rapports avec l'autre, que ce soit en famille, avec les amis ou au travail. Et donc tout ceci va former un vide intérieur qui va être plus ou moins consciemment ressenti par l'individu et qu'il va essayer de combler en accélérant le processus que je viens de décrire. Et donc, il va essayer de penser, d'essayer de raisonner, de se convaincre qu'il a eu raison d'agir comme ceci, comme cela. Et ceci va créer une énorme fatigue, un épuisement, voire même parfois une dépression et une perte complète du sens de la vie, voire même un burn-out. Ceci va avoir des conséquences dommageables au niveau de la biologie de l'individu. Ça va avoir un coût biologique extrême pour l'individu. Et nous avons tous plus ou moins ressenti des situations de stress récurrents. Et quand ces situations sont récurrentes, qu'il est nécessaire d'amener une harmonie et de pouvoir rééquilibrer les cerveaux en déséquilibre et en conflit, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir jouer la carte de l'expansion de conscience. L'expansion de conscience, ce sont donc les états modifiés de conscience, et la science les a catégorisés en différents types d'ondes en fonction de ce qui est émis, ce qui est généré par l'individu. On aura 5 types d'ondes cérébrales. Les ondes bêta, ce sont des ondes qui correspondent à l'état ordinaire de conscience et qui vont être reliées à des situations de travail, de réflexion active, de stress positif ou négatif, de conscience éveillée, et la personne en onde bêta va être en parfaite interaction avec l'extérieur. La personne va avoir les yeux ouverts. On aura ensuite les ondes alpha qui vont correspondre au premier step dans l'entrée de l'expansion de conscience. Et on va retrouver des situations de relaxation, de rêve diurne, d'introspection, de détente. Et là, l'individu va avoir les yeux fermés ou dans le vague. Et ces différentes ondes alpha vont être naturellement et principalement générées chez les enfants avant l'âge de 5 ans. On aura ensuite les ondes θ. Les ondes θ, ce sont des ondes qui vont constituer l'étape supplémentaire et une expansion de conscience un peu plus profonde. Et on va retrouver ces ondes θ dans les états de méditation profonde, de relaxation profonde. Elles vont constituer un pont vers le subconscient et elles vont permettre également la libération d'émotions réprimées et également on va les retrouver dans des états de transe chamanique. On aura ensuite les ondes delta qui sont connues pour le sommeil profond, l'inconscience, le coma, et on aura enfin les ondes gamma que l'on va retrouver dans les situations de sentiments d'illumination, de vacuité et d'état mystique. Alors comment est-ce que l'on va faire pour passer d'un état ordinaire de conscience à un état non ordinaire de conscience? Eh bien, il va y avoir plusieurs outils, parmi lesquels on va trouver des techniques corporelles qui vont permettre de recentrer l'individu. L'individu va se recentrer à l'intérieur de lui-même, qui va lui permettre de
pouvoir contourner son mental conscient de manière à pouvoir entrer en expansion de conscience plus facilement. Donc, dans ces techniques corporelles, on va retrouver la relaxation, différentes techniques de respiration, le yoga, la danse, la course à pied, la contemplation, l'hypnose et la méditation. L'important dans l'expansion de conscience, ça va être de pouvoir constituer des marches d'escalier, pouvoir stabiliser des états afin de rester dans différents espaces-temps, différentes dimensions de manière stable. Pour pouvoir travailler vraiment ces marches d'escalier et stabiliser les états, moi je propose et je conseille notamment la méditation, et notamment la méditation taoïste, qui va permettre de travailler de manière affinée le ressenti des différents constituants subtils de nos corps. On aura également d'autres outils qui font partie de l'univers du son, comme le chant harmonique, le chant grégorien, certains instruments de musique, comme le didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, le tambour rythmé du chaman, bien évidemment, les sons binauraux et certains bruits de la nature, comme le bruit de la pluie, le sac et le ressac de la mer et le bruit du vent dans les arbres. On aura également certaines plantes issues de la tradition sacrée, comme l'ayahuasca, l'iboga et certaines plantes issues de la famille des cactées et les champignons hallucinogènes. Alors toutes ces techniques vont permettre quoi? Elles vont permettre une synchronisation des différentes parties du cerveau et donc une entrée en coopération de ces différentes parties du cerveau, ce qui va permettre à l'individu d'expérimenter des états et des perceptions beaucoup plus élargies, des perceptions différentes du corps, du moi, de l'espace et du temps. Alors, l'individu, concrètement, va entrer en expansion de conscience. En expansion de conscience, que va-t-il se passer? Eh bien, on va pouvoir investiguer, voyager dans différents espaces-temps, dans différentes dimensions. Qu'est-ce que l'on va y faire dans ces différentes dimensions? Eh bien, on va pouvoir rencontrer d'autres formes de conscience, d'autres formes d'intelligence et d'autres parties de nous-mêmes. Ces autres parties de nous-mêmes, elles vont être incarnées dans ces autres espaces-temps, ce qui va constituer nos différentes vies antérieures et nos différentes vies parallèles. Les vies antérieures, tout le monde en a entendu déjà parler, je pense. Il s'agit de la constitution, de la succession de nos différentes incarnations. Et je vous propose de les imaginer sur un axe vertical avec la succession des différentes incarnations. Pour les vies parallèles, certainement, vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit, et je vous propose de les imaginer sur un réseau énergétique horizontal, il s'agit de parties de nous-mêmes qui vont s'incarner dans des espaces-temps parallèles. Donc dans d'autres espaces-temps, de manière horizontale, vous allez avoir tout un réseau avec d'autres parties de nous-mêmes, de vous-même, qui vont expérimenter d'autres expériences et dans d'autres temps et dans d'autres espaces. Alors, quand on va parfois dans des vies parallèles et que ces vies parallèles se déroulent dans un temps reculé par rapport à notre temps de maintenant, on va avoir l'impression de rencontrer des vies antérieures. Mais en réalité, il se peut que ce soit des vies parallèles. Après, savoir si c'est une vie parallèle ou une vie antérieure, c'est une question d'étiquette. Au final, c'est un autre espace-temps. Et l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment aller harmoniser, et de pouvoir avoir une interaction pour avoir une répercussion positive sur cette vie-ci. Est-ce que c'est clair pour les vies parallèles? Ouais. Il faut imaginer que pour chaque vie antérieure, vous allez avoir ce réseau énergétique qui va s'empiler. Comme si vous aviez l'axe vertical avec les vies antérieures, et à chaque fois, cette espèce de toile, je vais dire une toile d'araignée, mais plutôt un réseau énergétique, à chaque vie antérieure, vous allez avoir un réseau énergétique avec des parties de vous-même, finalement, qui s'incarnent dans d'autres espaces-temps. Il va y avoir la constitution d'un immense réseau, d'un immense labyrinthe énergétique constitué d'une multitude d'espaces-temps dans lesquels vous allez pouvoir voyager pour pouvoir trouver des clés de compréhension et des clés de guérison. Alors, ces différentes parties de nous-mêmes que l'on va aller rencontrer sont souvent souffrantes. Pourquoi? Parce que quand on va investiguer ces espaces-temps, c'est souvent à la recherche de réponses par rapport à des difficultés que l'on peut avoir dans notre vie.
si on a un problème, qu'il soit physique, psychologique ou relationnel, déjà, il y a une souffrance dans cette dimension-ci. Il y a certainement une résonance dans un autre espace-temps, dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, la partie de nous-mêmes qui est en reliance avec nous va également être souffrante. Parfois, cette partie qui est souffrante ou moins souffrante va être plus avancée que nous dans certains domaines et on va pouvoir bénéficier de la transmission d'enseignements et ce qui va pouvoir enrichir complètement notre expérience et notre bibliothèque intérieure. Qu'est-ce que l'on va y faire exactement dans ces différents espaces-temps? Eh bien, on va pouvoir aller harmoniser, on va pouvoir aller libérer des nœuds, libérer des densités et opérer un allègement et une transmutation de certaines mémoires familiales et collectives qui peuvent parfois être à l'origine de troubles et de problématiques récurrentes. Alors, je parle souvent de transmutation, d'harmonisation et non de nettoyage ou de purification parce que on ne va pas nettoyer, on ne va pas purifier, on va transformer. Parce que dans chaque nœud, dans chaque difficulté, dans chaque traumatisme, se trouve l'embryon, le germe d'une compétence d'être, une compétence d'action que l'on a, soit dans cette dimension-ci, soit dans d'autres dimensions, et qui vont demander à être développées, pouvoir être offertes au monde par rapport à ce que l'on est venu être et faire dans cette incarnation. Donc, il va y avoir une rencontre avec ces différentes parties de nous-mêmes. Il va y avoir également le ressenti profond de nos constituants subtils, de nos différents corps subtils également, avec les nadis, les méridiens, les chakras, et cette connaissance beaucoup plus approfondie de nos différents constituants, ainsi que la rencontre avec les différentes parties de nous-mêmes, va permettre de modifier légèrement, de commencer à modifier la perception du corps, la perception du moi, et aussi vont commencer donc à se modifier, et l'individu, le pratiquant, va commencer à penser, à se penser et à se positionner différemment par rapport à lui-même, par rapport à son corps et par rapport à son esprit. Ce qui va lui permettre d'enrichir et de modifier le rapport qu'il a lui-même par rapport à son intériorité. S'il commence à enrichir son rapport à son intériorité, eh bien, il va pouvoir se positionner différemment par rapport à l'autre et par rapport à son environnement. Son environnement qui n'est autre que son extériorité. Et au fil des expériences, il va pouvoir se rendre compte que son extériorité n'est rien d'autre qu'une extension de son intériorité. Au fil des expériences d'expansion de conscience, la personne, le pratiquant, va progressivement se placer davantage en intériorité, au centre de ses ressentis, au centre de ses émotions et au centre de ses états d'être. Ceci va permettre une connaissance et une reconnaissance des différentes parties de lui-même qu'il va aller chercher comme des pièces de puzzle dans ces différents espaces-temps qu'il va pouvoir rassembler, pouvoir reconstituer finalement son identité d'être. Ceci va amener beaucoup plus de conscience dans son fonctionnement. Et évidemment, on va avoir une meilleure compréhension de soi-même, l'individu va avoir une meilleure compréhension de lui-même et des autres, parce qu'il va évidemment supputer que les autres fonctionnent de la même manière, avec d'autres parties d'eux-mêmes, dans d'autres espaces-temps, avec des résonances. Et bien, ceci va lui permettre d'élargir sa vision du fonctionnement du monde, avec également une augmentation au niveau vibratoire et au niveau de sa conscience. Une élévation de son niveau de conscience qui va se faire progressivement. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour accéder à ces différents espaces-temps? Eh bien, comme tout le monde forcément partir au Pérou prendre de l'ayahuasca, j'ai mis au point 3 soins qui sont, parce que c'est ce que je connais le mieux, 3 types de soins. Le premier type de soin est un processus de libération holistique au cours duquel il va y avoir un temps qui va être réservé pour explorer les espaces-temps, les dimensions qui seraient en résonance avec la problématique du consultant.
Alors pour autant, chaque problématique n'est pas forcément en résonance avec un espace-temps. Parfois, il y a simplement une problématique énergétique, physique, mais dans ce cas, c'est juste physique en général. Je ne vois pas les gens. C'est réglé avec le kiné ou d'autres personnes. Ensuite, il y a donc là, c'est moi, dans ce processus de libération holistique, c'est moi qui vais investiguer l'espace-temps pour la personne, qui vais harmoniser. Et ensuite, je débriefe avec la personne, je lui raconte ce que j'ai perçu. Ensuite, il y a un autre soin qui est une harmonisation quantique des espaces clés multidimensionnels. Et donc, j'emmène la personne en expansion de conscience. C'est elle-même qui va aller visiter les différents espaces-temps. Je vais la guider à travers les méandres des espaces-temps pour aller trouver l'origine d'une problématique bien particulière. Et avec des suggestions, avec mon aide, on va pouvoir harmoniser les différents espaces-temps et les différentes parties, les autres parties de la personne qui sont incarnées dans ces autres dimensions. Donc là, c'est absolument passionnant parce que la personne est directement en interaction avec les autres parties d'elle-même et elle est comme dans un film. En fait, elle voit tout en détail et c'est comme si plus besoin d'aller voir des séries sur Netflix. C'est vraiment passionnant. Et on peut retrouver des détails d'endroits où on n'est jamais allé. C'est assez bluffant. Il y a un autre soin que j'ai mis en place également et qui est un soin à distance. Donc là, la personne est chez elle. Moi, je suis à distance, je me connecte à distance et c'est moi qui vais investiguer les espaces-temps. Je les harmonise et ensuite il vient des boutons au téléphone ou pas. Et donc, ces différentes techniques vont permettre de dénouer des situations qui peuvent sembler insolubles quand toutes les autres techniques ont été tentées et qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à un trouble. Je vais vous parler de différents cas qui m'ont été donnés de traiter. Je ne sais pas si on voit bien sur la... On voit pas trop bien. En fait, sur l'image de gauche, c'est une dame qui avait un vitiligo. Donc le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau qui est connue pour ne pas avoir trop de traitements en médecine conventionnelle, en tout cas pas avec de bons résultats et avec des effets secondaires assez importants, ce qui fait que finalement les personnes restent avec leur vitiligo. Et donc elle avait un vitiligo important sur le dos de la main, sur les doigts et sur le décolleté. Et donc j'ai pu aller investiguer un espace-temps qui est en résonance avec elle. Et donc ça c'était un soin à distance. Et je me suis retrouvée dans la case d'un homme noir qui était assis sur son lit, désespéré. Et en fait, à l'époque, on lui avait expliqué que c'était mieux d'être blanc que noir. Et donc, il était désespéré d'être noir. Donc, en harmonisant la situation, eh bien, ça a pris quelques mois quand même, le temps que l'ADN se reprogramme et que l'information redescende dans la matière. Eh bien, la personne m'a envoyé une photo plusieurs mois après le soin, où elle montrait que sa main se repigmentait. Donc ça, c'était un soin qui a été fait en 2019. Et sur la photo de droite, vous voyez qu'on ne voit pas très bien, mais en tout cas, la main s'est repigmentée et le décolleté, les taches du décolleté se repigmentent également. Il m'a été donné aussi de voir aussi, enfin, de consulter avec une autre jeune femme qui était venue me voir à la suite d'une de mes conférences. Et donc, elle souffrait d'une polydipsie. La polydipsie, c'est une soif très intense qui pousse la personne à boire des litres et des litres d'eau par jour. Là, elle était à 5, 6, 7 litres d'eau par jour, c'était vraiment énorme. Donc, elle ne faisait que boire, aller aux toilettes, boire, aller aux toilettes. Pareil pour la nuit, donc elle avait un sommeil qui était extrêmement perturbé. Elle était dans un état de fatigue très avancé. Donc, elle vient me voir à la suite d'une conférence et elle me dit, voilà, ça fait 1 an et demi que je souffre de polydipsie. J'ai fait tous les examens médicaux possibles. Donc, il n'y avait pas de troubles psychiatriques, pas de troubles rénaux, pas de troubles neurologiques et pas de diabète. C'est à peu près ce qui peut expliquer une polydipsie au niveau physiologique et biologique. Donc, il n'y avait pas d'explication rationnelle et logique. Donc, elle me dit, vous êtes mon dernier recours. Là, je me dis, j'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qu'elle va faire sinon? Et donc, on a fait une séance et un protocole de libération holistique complet. Et donc là, c'est moi qui suis allée investiguer et elle était en résonance avec une autre partie d'elle-même
Donc il y avait une autre partie d'elle-même qui était un marin dans un autre espace-temps, qui avait fait naufrage et il était en train de mourir de soif sur une chaloupe, en train de dériver sur une mer vide. Et il était accompagné de deux autres de ses compagnons. Donc en harmonisant la situation, après la séance, la personne a pu retrouver une soif normale. Voilà, il y avait aussi un autre cas qui était très intéressant, le cas d'une dame qui avait une douleur incroyable à la gencive, et donc elle était déjà allée voir en première instance, évidemment, son dentiste, elle avait fait des radios, IRM, même scanner, et une ostéopathe aussi, et rien n'y faisait. Donc elle était venue me voir, et donc en investiguant aussi les espaces-temps, j'étais tombée sur une partie d'elle-même qui était un homme, dans un temps passé, mais qui était une vie parallèle quand même. On aurait pu croire que c'était une vie antérieure, mais c'était bien une vie parallèle. Les vies parallèles et les vies antérieures, on peut définir un peu la texture subtile. Il y a une texture subtile différente au niveau des espaces-temps. Mais bon, bref, c'était donc un homme qui s'était fait arracher une dent dans un temps un peu reculé, 1800 et quelques, par un arracheur de dents ambulant. Et l'arracheur de dents ambulant avait arraché la dent très très mal, il avait arraché un morceau de la gencive, un morceau de l'os de la gencive. Et du coup, l'homme, dans l'espace-temps, était en train de faire une infection, était en train quasiment de mourir d'infection. Et donc, en harmonisant, la personne, à la fin de la séance, sa douleur avait complètement disparu et elle n'était pas réapparue. Donc, on va... en conclusion, on va pouvoir dire que ce qu'on va pouvoir développer quand on va s'avancer sur le chemin de l'expansion de conscience, on va pouvoir développer d'autres types de perceptions qui vont être des perceptions extrasensorielles, et on va pouvoir aussi développer un puissant sentiment d'unité avec le grand tout. Et on va également pouvoir laisser émerger et s'intégrer progressivement à notre quotidien les compétences d'être et les compétences d'action qui sont, je le rappelle, le fruit de la transmutation, de la transformation des différentes densités et des différentes difficultés qu'on peut avoir rencontrées soit dans notre vie ici, soit dans nos autres vies qui sont quand même en résonance. Tout est en résonance, tout est relié. Donc, cette émergence, cette intégration progressive des compétences d'être et des compétences d'action vont permettre, après un développement de celle-ci, de permettre un rayonnement à l'intérieur de l'écosystème de chacun. Tout ceci, ça va être des expériences absolument extraordinaires au sens propre du terme, et l'individu, le pratiquant, va pouvoir développer une capacité à transmuter au quotidien. Transmuter, transformer les densités, transformer les difficultés, et il va être aussi capable de tenir certains états d'être et dans certaines situations qui sont complexes. Alors pourquoi? Parce que quand on est amené à aller visiter d'autres espaces-temps, c'est certainement pour aller trouver des clés de compréhension et des clés de guérison. Quand on a un problème ici, il y a une résonance problématique ailleurs. Si il y a une partie de nous-mêmes qui est souffrante, elle est certainement dans une situation qui est très inconfortable. Et donc, en général, on peut tomber dans des situations qui sont assez angoissantes. On peut même être un peu terrifié et il faut être absolument ancré, parce que si on se laisse happer par la peur, par l'angoisse, on sort de l'expérience. Donc on va s'habituer à tenir des états d'être, de paix, de sérénité, de calme intérieur. C'est pour ça aussi que la méditation elle est importante. Et ceci va également permettre une élévation du niveau de conscience. Tout ceci va permettre d'améliorer la relation que l'on a à soi, parce qu'on va s'apprécier davantage, on va s'accueillir davantage. Si on s'accueille davantage nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir aussi améliorer notre relation à l'autre. Et quand la relation à l'autre est améliorée, eh bien, on va avoir par effet miroir un raisonnement positif. Et tout ceci va également nous permettre de percevoir la réalité sous différents angles, vue d'en haut et vue d'en bas, c'est-à-dire vue de l'être et vue de l'humain. Et cela va nous permettre d'avoir une compréhension du fonctionnement du monde beaucoup plus élargie, beaucoup plus approfondie
et on va moins subir. Parce qu'on va comprendre que tout a une raison, et quand on subit moins, on va transmuter, et on va avoir davantage de conscience, on va apporter davantage de conscience dans notre vie, et dans toutes les actions que l'on va pouvoir porter au-delà de nous-mêmes. Cette compréhension va pouvoir également nous permettre de comprendre qu'il y a une raison à tout, que tout est lié et que nous sommes reliés à l'infini. Cet infini, c'est bien toutes ces dimensions qui sont dans ce réseau vertical et dans ce réseau horizontal, qui est vraiment une espèce d'immense millefeuille avec plein d'espaces-temps qui sont disséminés, avec des parties de nous-mêmes qui sont incarnées dans ces espaces-temps. Quand on va harmoniser ces espaces-temps, quand on va augmenter le niveau vibratoire de ces différents espaces-temps et le niveau de conscience aussi de ces différentes parties de nous-mêmes, eh bien nous allons permettre au fur et à mesure d'augmenter le niveau dans toutes les vies. En fait, vous allez avoir les différentes vies qui vont s'harmoniser, et au fur et à mesure que les vies s'harmonisent, en fait, dans les différentes dimensions, vous allez pouvoir augmenter le niveau vibratoire de la Terre et de l'univers dans toutes leurs dimensions. Donc, il y a vraiment une action quantique au niveau de la Terre et au niveau de l'univers à travers les différentes harmonisations qu'on peut faire dans les différents espaces-temps et à travers les différentes parties de nous-mêmes. Et donc, on va pouvoir harmoniser aussi la Terre. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que nous allons utiliser notre conscience pour modifier notre biologie. Alors pourquoi? Parce que quand nous allons dans d'autres espaces-temps, pour guérir des parties de nous-mêmes, pour guérir des maladies, nous allons utiliser notre conscience pour interagir sur l'évolution. Parce que quand on va dans un autre espace-temps pour guérir par exemple un vitiligo ou une polydipsie ou autre chose, on utilise uniquement notre conscience pour guérir la maladie, pour modifier notre biologie. Donc, on va pouvoir arrêter aussi de transmettre à l'extérieur nos problématiques et on va pouvoir, grâce à notre conscience, sortir aussi de notre programmation, par exemple avec le cerveau reptilien qui n'a pas tellement évolué depuis l'époque des dinosaures. Et donc, on va pouvoir utiliser la conscience pour créer un monde nouveau, un monde qui soit un meilleur avenir pour nous-mêmes, un meilleur avenir pour notre planète, un avenir qui soit empreint de paix et de sérénité. Et donc, c'est pour cette raison que je ne suis pas retournée en Chine, me retirer dans un monastère tout en haut d'une montagne pour le reste de mes jours, parce que nous avons des choses à faire ensemble. Et si on met tous ensemble, je pense qu'il y a des chances qu'on y arrive. Merci beaucoup. Alors, oui, des questions. Comment vous faites pour investir? La sécurité. Théâtre, on va dire. Les capacités de départ, je pense. C'est comme une sorte de musculation du cerveau. C'est comme si vous aviez un muscle que vous n'utilisez jamais, par exemple, dans votre corps, et que tout d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais utiliser ce muscle-là, et à un moment donné, vous serez capable de faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire au niveau physique. Et là, pour moi, on va dire que c'est assez facile. Je ferme les yeux et le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Je me suis formée à l'Institut Monroe. C'est un institut très connu pour l'expansion de conscience. Oui. Oui, il y a des prédispositions. Par exemple, tout le monde peut jouer au foot, mais tout le monde n'est pas forcément Zidane. Moi, je sais jouer dans un ballon, mais je ne peux pas forcément aller faire un match
Stade de France. C'est pareil pour l'expansion de conscience, c'est pareil pour la thérapie, c'est pareil pour la cuisine, c'est pareil pour la mécanique automobile. Il y a des choses pour lesquelles on a une appétence particulière. Et ça va se retrouver aussi dans tous les métiers, dans tous les gens pour certains domaines. Donc, moi, par exemple, je sais que je n'aimerais pas faire du placement administratif, par exemple. Ce serait pas mon truc. Voilà, c'est des exemples comme ça, mais comment je fais le lien entre le souci présent et l'espace-temps? Et ben en fait, je me connecte à la personne. Donc, quand je fais mon soin, je me suis profondément connectée à la personne au niveau de son être. Et c'est comme si je cherchais une fréquence sur une radio. Il y a plein de choses qui viennent comme ça, et à un moment donné, je sais que j'ai trouvé le truc. Je le sais. Et en fait, quand je suis dans l'espace-temps, je sens si je suis sur le bon chemin ou pas. Et après, quand j'investis et que j'harmonise l'espace-temps, eh bien, quand la personne après, elle sort du soin et qu'elle me dit j'ai plus mal, je me dis c'est sûr que c'était ça. Et bien, le fait de mettre la conscience dessus, ça, tout simplement, c'est de la médecine quantique, c'est de la thérapie quantique. Le fait de mettre sa conscience dessus, sur un point bien particulier, ça va changer les choses. Ouais. Je ne sais plus exactement, il y avait l'histoire d'atome, et on le regarde, quand on regarde l'atome, il change de forme, et un truc comme ça. Ouais. Je ne pense pas qu'il y en ait trop. Non, on ne pas sur les constellations familiales. Ce que je sais en tout cas, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on va travailler sur un point bien particulier, sur un nœud familial, on va non seulement guérir la personne, mais aussi guérir les ascendants et les descendants. Mais on oublie souvent les ascendants, parce qu'au niveau énergétique, toute la lignée qui nous précède, en fait, nos grands-pères, etc., bien, sont aussi guéris au niveau énergétique. Donc ça, c'est très intéressant. Vraiment se rendre compte. Oui, certainement qu'il y a des points communs, oui, bien sûr. Moi-même? Oui, oui. Le nettoyage, oui, ça. Alors, je ne suis pas du tout formée en communication animale, je ne suis pas du tout à l'aise avec les animaux. Traumatisme? Les douleurs qu'on ne peut pas guérir, c'est ça? Tu es auto-guéri? Oui, oui, oui. Ouais. C'est comme ça qu'on voit que ça marche aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à guérir? Après, est-ce que j'arrive à guérir tout? Je ne sais pas, parce que je n'ai peut-être pas tout expérimenté non plus. Le psoriasis, peut-être, faut l'essayer en fait. Ouais. Après, il n'y a pas je ne peux pas te garantir de 100%, hein. C'est comme la médecine conventionnelle, il n'y a pas 100% de réussite. Moi, je mets tout en œuvre pour aider la personne. Après, aussi la personne elle a envie de guérir, et puis elle aussi. Voilà. C'est pas exactement comme du magnétisme, non. C'est pas tout à fait pareil. Il y a d'autres questions?
gens qui sont rencontrés dans les espaces-temps deviennent. Et bien après, on les laisse continuer leur vie. Voilà. Ils sont harmonisés, ils sont sortis d'une situation périlleuse et du coup, bah, après, ils continuent leur vie tranquillement. Et l'autre personne dans cet espace-temps-ci continue sa vie aussi tranquillement. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi à faire, c'est d'aller retourner voir les gens. Ça, moi, j'aime bien faire. Alors, pas les gens, les parties de moi-même, disons, j'aime bien aller les revisiter, voir un peu comment ça va, et en fait, ça va très bien. Il y a différents degrés, on peut vraiment voir une amélioration sur certains aspects de sa vie. Ça peut être des aspects physiques, psychologiques ou relationnels, mais aussi un problème d'abondance, un problème de confiance en soi, un problème de tout et n'importe quoi en fait. Hein. Ouais. On peut développer la différence entre vie antérieure et vie parallèle. Expliquer la différence vie antérieure et vie parallèle, ouais. Oui. Alors, la vie antérieure, c'est une succession de vies d'incarnation. Ça, vous avez tous bien compris ça, hein. C'est facile. Les vies parallèles, ce sont différentes. Les vies parallèles, c'est différentes parties de nous-mêmes qui sont incarnées en même temps que nous dans d'autres espaces-temps. En fait, il faut bien comprendre que quand on va s'incarner en plusieurs parties pour avoir un plus grand panel d'expérimentation et pour pouvoir avoir un retour plus important par rapport à ce que notre être est venu expérimenter dans la matière. Donc on va, par exemple, s'incarner, je dis n'importe quoi, moi je suis là et peut-être que j'ai une partie de moi-même dont je n'ai pas conscience qui va être qui va être en Inde au XIe siècle mendiant, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou alors une femme dans les bas-fonds de Londres au XVIIIe siècle. Ou alors une noble au fin fond de la Normandie dans un château. Faites n'importe quoi, en fait, tout et n'importe quoi. Juste un truc qui est vraiment important, c'est que le mental n'a aucune manière de pouvoir imaginer ce sur quoi il va tomber. C'est bien la preuve que c'est pas du mental, justement. Parce qu'on est face à des situations qui sont absolument inimaginables avant de partir. Désolé, mais c'est en fait juste la fin de la question. Okay. C'est que des vies humaines, comme dans le chamanisme, ils disent qu'il y a une vie humaine, une vie animale, végétale. Ouais, j'ai jamais rencontré. Par exemple. Je crois que oui, c'est possible de rencontrer parfois des parties de nous-mêmes qui peuvent être des insectes. J'avais déjà expérimenté ça, d'être incarné en tant qu'insecte. Oui, effectivement. Ça peut être aussi, j'imagine, animal et végétal. Et aussi incarné sous d'autres formes de conscience, sous d'autres planètes, ça c'est possible. Mais là, on va chercher vraiment loin. Parce que les vies parallèles, c'est pas mal. C'est un autre espace, c'est ça qui est compliqué à comprendre. Oui, je vais expliquer ça. Parce qu'en fait, on a notre vie ici et maintenant, et on a, par exemple, une autre vie parallèle qui peut se dérouler en même temps que nous, dans un temps reculé. Ouais. C'est un peu compliqué parce que notre cerveau humain a besoin de pouvoir avoir une chronologie. En fait, un avant, un pendant et un après, on a été habitué à
personne, de l'histoire de chaque personne, de ce qu'elle a. Ça peut être une guérison dans certains cas, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas comment on est par rapport à l'heure. Il y a 20 ans,